La décennie des années 30 fut pour Liège une décennie faste. Des quartiers entiers sortirent littéralement de terre, comme Coromeuse ou le Val-Benoît. Mais aussi plusieurs ouvrages emblématiques virent le jour, comme le canal Albert, l'église Saint-Vincent ou l'aéroport de Bierzet. L'exposition internationale de 1930 était donc toute désignée pour ouvrir à Liège le carrousel de ces années dorées. Cette exposition internationale intervenait un quart de siècle après l'exposition universelle qui avait mis notre cité au centre du monde en 1905 et s'ouvrait l'année du centenaire de l'indépendance de la Belgique. Cette exposition de Liège avait d'ailleurs une jumelle, l'exposition internationale qui se tint également en 1930 à Anvers. Cette dernière avait toutefois choisi de mettre l'accent sur les réalisations coloniales de la Belgique et de l'Europe, à une époque où ce colonialisme commençait déjà à poser question. Sans ignorer le problème colonial, Liège organisa une exposition plutôt axée sur les progrès technologiques. Bien lui en prit. Le but était fort simple, montrer à quel point les progrès scientifiques avaient modifié les industries où s'apprêtaient à le faire. L'expo se voulait un catalogue de toutes les innovations à venir et il est exact qu'il y en avait beaucoup à l'époque qui pointaient leur nez. Dans l'industrie chimique, l'agriculture, en médecine ou encore dans le domaine tout neuf de l'économie sociale, pour ne citer que ceux-là. Les arts, comme la musique, ne furent pas non plus oubliés, avec une petite incursion patriotique vers l'art wallon. Le sport, enfin, fut également mis à l'honneur. Mais pourquoi une exposition internationale et pas une exposition universelle comme en 1905 ? Eh bien, les expositions de Liège et d'Anvers, toutes les deux traitaient certainement de l'universalité, mais séparément, elles recouvraient des domaines trop particuliers. On joue un peu sur les mots, là. Non, pas du tout. D'ailleurs, à partir de 1928, il fallait passer par le Bureau international des expositions pour avoir le droit d'en organiser une. Et à cheval sur l'année 1929 et l'année 1930, après des années d'interruption, une nouvelle exposition se tenait à Barcelone. Je vois que tu as potassé ton sujet, tu m'épates. Ajoutons que l'exposition de 1930 à Liège n'avait pas qu'un but purement démonstratif. C'était aussi l'occasion d'améliorer les infrastructures civiles de la cité, tout comme l'avait fait l'exposition universelle de 1905. Liège avait durement été frappé par les inondations centennales de 1926 et les pouvoirs publics s'étaient engagés à faire d'importants travaux d'aménagement des cours d'eau pour éviter la répétition d'une telle catastrophe. L'exposition internationale fut non seulement l'occasion de rappeler ses promesses et l'obligation, aux yeux du monde, de les tenir. L'un des ouvrages que nous devons précisément à l'événement est le pont-barrage de l'île Montsaint, bien connu des Liégeois d'aujourd'hui pour la terreur qu'il leur a fait connaître à l'occasion des inondations de juillet 2021. Mais le pont-barrage avait tenu, et s'il n'avait pas été là, on était bon pour voir à nouveau la cité ardente se transformer en une Venise boueuse et malodorante, encombrée de désastres privés. Le pont-barrage remplaçait un système d'écluses devenu obsolète avec le temps et l'expansion de la ville. Création de l'architecte Joseph Mouchen, commencée en 1928 et terminée en 1930 pour la tenue de l'exposition internationale. L'ouvrage est situé à hauteur des brasseries Pied de Bœuf, industrie mythique de la région à Jupille. Au moment de sa réalisation en 1930, il prend place dans un vaste chantier qui aboutira des années plus tard à l'aménagement du port autonome de Liège et au creusement du canal Albert, lequel, comme chacun sait, relie Liège à Anvers, la grande cité sur l'estuaire de l'Escaut. À quoi ça sert un pont-barrage ? Eh bien, quand l'eau de la Meuse est trop basse, le pont retient l'eau pour maintenir une hauteur qui permette de faciliter la navigation sur la Meuse. Inversement, quand l'eau est trop haute, les vannes sont ouvertes pour laisser passer le trop-plein. Je vois que tu as tout compris. C'est ce qui s'est passé en juillet 2021 ? Oui, mais en sacrifiant les travaux en cours sur la structure. C'était ça ou noyer les berges de la cité. Cruel dilemme. L'exposition internationale avait investi 2 vastes esplanades. Au nord, comme indiqué sur ce plan, sur 50 hectares, l'ancienne plaine de manœuvres militaires, augmentée du champ de tir communal,
au total un vaste espace qui deviendra la plaine de Droix et qui vit donc, il y a presque 100 ans, s'ériger les pavillons des industries qu'on voit à présent défiler. Sans les citer tous, le palais de la métallurgie, des mines et de la mécanique, le palais du verre et de la céramique, divers pavillons des nations invitées, comme le pavillon de la France, de l'Italie, de l'Égypte ou encore du Japon. Tous ces pavillons étaient entourés de verdure et d'éblouissants sons et lumières les habillaient pour le soir. Spectacle pour nous banal, mais fort original à l'époque. Au sud, sur 15 hectares, l'exposition avait pris place dans le parc de la Beuverie, faisant ériger divers pavillons comme le palais de la ville de Bruxelles ou le palais de la ville de Liège, sans oublier le village agricole. Le palais des fêtes, dans le secteur nord, demeure le bâtiment le plus prestigieux de toute l'exposition, dont l'ensemble n'a pratiquement rien laissé jusqu'à nous. Ce palais des fêtes, de 70 mètres sur 30, trônait sur une vaste esplanade articulée sur un escalier monumental et une immense baie vitrée donnait sur la Meuse. Surtout, le public pouvait accéder aux terrasses sur le toit pour admirer les régates sur le fleuve. C'est dans ce palais qu'on avait inauguré le lancement de l'exposition, le 3 mai 1930. Ce bâtiment immense était le phare de l'exposition et sans doute aurait-on dû songer à le préserver après l'événement. À l'intérieur du bâtiment se trouvait un restaurant, un café et un imposant hall pour la tenue de grandes fêtes ou de rassemblements. Pendant l'exposition, on y trouvait un cinéma gratuit, la maison de la presse et celle du Touring Club. Non, on l'a détruit. Comme en 1905, ces bâtiments n'avaient pas été construits pour durer, et ils n'avaient pas du tout été conçus pour ça. On ne pouvait pas les bâtir pour qu'ils durent? Bonne question, mais enfin, c'est encore et toujours une question de budget, je suppose. Ne me dis rien. L'exposition, une fois terminée, ces pavillons et palais ont été détruits. Si les pavillons n'avaient pas été conçus pour durer au-delà de l'événement qui les avait fait surgir du sol, n'oublions pas que de nombreuses traces de l'exposition de 1930 subsistent aux quatre coins de la cité. Comme en 1905, il s'agit d'édifices civils et d'ouvrages d'art qu'on peut toujours admirer. L'église Saint-Vincent à Fétines, la gare de Bressou, le pont de Coromeuse, ancêtre du pont Atlas, sans même parler de tout ce que la Grande Guerre avait détruit et qu'il avait fallu réparer. Ponts et chaussées principalement. C'est toujours ça de prix. L'exposition se termina en novembre 1930, affichant une fréquentation de 6 millions de visiteurs. C'était trop peu. Pas mal tout de même. Oui, mais enfin, les organisateurs en attendaient le double. Mais la crise était passée par là. Le fameux crash de 1929. Alors, l'exposition avait eu lieu, avait suscité de grosses dépenses, mais elle n'avait pas rencontré le succès public escompté. Les finances de la ville de Liège en furent durablement affectées. On a l'habitude. Ce bilan mitigé de l'exposition ne constitua pas un frein à l'expansion de la ville les années suivantes et au vaste plan d'aménagement. Il avait plu beaucoup sur les palais et pavillons, et poussés aux économies par les mauvaises nouvelles, les Liégeois n'avaient pas été nombreux à se presser aux manifestations, comme par exemple au parc d'attractions aménagé sur la plaine de Droix, malgré son entrée au prix démocratique de 1 franc. Petit détail sordide, bien dans le goût de l'époque, entre le palais des singes, les pistes de danse et les attractions foraines habituelles, on pouvait admirer un village africain, avec ses 80 artisans, non pas dans des cages, encore heureux, mais présentés au travail, forgeant, tissant, semant, se réjouissant, et tout cela comme autant d'attractions. Un village à la mode du Zoo de Vincennes où ces foires humaines durèrent jusqu'en 1932. Certes, c'était il y a 100 ans, mais tout de même, à l'époque de notre Tintin national, qui sillonnait le Congo en flinguant toute la faune sauvage et en éduquant les boys à la bien-pensance européenne, l'heure était au paternalisme et, comme à l'exposition d'Anvers, à la fierté d'être un empire colonial. À chaque époque ses modes et ses démons.